Imaginez que vous et des centaines d'autres soyez tous kidnappés simultanément. Menottés, séparés en deux groupes et emmenés sur deux navires, vous ignorez ce qui se passe dans l'obscurité humide et désorientante. Vous tentez simplement de survivre. Puis alors que vous pensiez que la situation ne pouvait empirer, un grand bruit survient. Le navire a heurté un objet et l'eau envahit la coque. C'est la panique. Vous et quelques autres rassemblez vos dernières de force. Vous atteignez le pont du navire et vous sautez par-dessus bord dans les eaux. Vous vous accrochez à des poutres tombées du navire pour flotter et regarder en arrière. Vous et quelques dizaines d'autres avez survécu à cette catastrophe. Puis vous regardez un peu plus loin sur votre gauche et vous réalisez qu'il y a une île au loin. D'une manière ou d'une autre, vous atteignez cette île avec les autres survivants. Vous êtes naufragé et coincé dans un endroit totalement inconnu pour vous et vous devez trouver quoi faire. Heureusement, l'île offre de nombreuses ressources, des matériaux pour construire des abris et beaucoup de fruits et de fruits de mer pour se nourrir. Après un certain temps à prendre vos repères et à mettre en place une sorte de situation de survie, vous décidez de vous aventurer plus loin sur l'île. Lors de votre expédition de reconnaissance, vous entendez quelque chose bouger dans la forêt. Vous supposez qu'il pourrait s'agir d'un gros animal ou d'un monstre. Vous vous préparez à ce qui peut arriver. Lentement, le mouvement crée un son, appelant quelque chose un humain. C'est quelqu'un à la peau cuivrée, portant des vêtements verts, des perles et des coiffes blancs et des coiffes à plumes. Ces personnes sont ici depuis des milliers d'années. Vous vous approchez l'un de l'autre avec prudence, mais sans mauvaises intentions. Petit à petit, les deux parties essaient de se présenter sans connaître la langue de l'autre, mais elles trouvent un moyen de communiquer. Des années plus tard, les deux groupes se sont intégrés et mariés. Une nouvelle génération s'est formée, avec une nouvelle langue et une culture qui fusionnent des éléments des deux côtés, et une nouvelle identité a vu le jour. Mais vous ignorez que l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que quelques années plus tard, tout votre peuple serait exilé sur une autre île à plus de 1000 kilomètres de là. Et vous devriez tous tout recommencer à zéro. Voici l'histoire vraie du peuple Garifuna, exemple récent de nouveaux groupes ethniques apparus ces derniers siècles. Ils ne sont pas seuls. Des centaines, voire des milliers de peuples et groupes partagent une histoire similaire. Faisons un peu de géographie. Oh, salut, je ne t'avais pas vu. Je suis Barbs, ton hôte. Et au cas où tu te poserais la question à propos de cette tasse, c'est une tasse Geography Now de 8 Sheets 4e. Tu peux l'obtenir sur geographino.com, va voir le site web, il y a plein de produits sympas là-bas. On a des t-shirts, on a des sacs à cordon, on a des sweats à capuche, et bien sûr, on a des mugs comme celui-ci. Tu peux les trouver sur le site, prends ce que tu veux, ça m'est égal, c'est ta vie. Comme je le dis souvent, ce n'est pas vendre son âme si c'est ta marque. Alors, commençons. Avant les grands réseaux commerciaux, la plupart des gens restaient au même endroit avec leurs proches. Et il n'y a rien de mal à cela. Je veux dire, c'est logique. Les gens veulent rester avec les personnes et les choses qu'ils connaissent et avec lesquelles ils sont à l'aise. C'est logique. Mais avec le temps, à mesure que les populations grandissent, les gens se déplacent et inévitablement, ils rencontrent et interagissent avec d'autres personnes. Ces interactions sont parfois bonnes, parfois mauvaises. Mais le fait est que l'histoire humaine est toujours en train de changer et d'évoluer vers de nouvelles dimensions et de nouveaux territoires qui étaient imprévus. Et aucun changement sociétal n'a connu de transition plus rapide que l'ère des grandes explorations autour du XVe siècle. Soudainement, on voit des gens voyager plus loin que jamais auparavant, découvrir des choses qu'ils n'avaient jamais vues et rencontrer des personnes dont ils ignoraient même l'existence. Ceci fut sans doute l'un des principaux facteurs ayant remodelé la composition démographique de ce monde. Et à cause de cela, aujourd'hui, des centaines, voire des milliers de nouveaux groupes ethniques se sont formés. Je voudrais d'abord faire quelques distinctions, d'accord ? Bien que beaucoup de ces nouveaux groupes ethniques soient issus de la fusion de deux ou plusieurs cultures, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, de nouveaux groupes ethniques se forment lorsque des personnes migrent vers une nouvelle région et adoptent ensuite une toute nouvelle identité, distincte de celle à laquelle elles appartenaient auparavant. Nous en parlerons plus tard. Donc, de façon discutable, le plus grand nouveau groupe ethnique contemporain qui s'est formé est celui des Métis. Ce sont les populations majoritaires dans la plupart des pays d'Amérique latine, et elles possèdent un mélange génétique, principalement d'Européens et de peuples autochtones amérindiens. Cela varie d'une personne à l'autre, d'une région à l'autre, mais c'est généralement comme ça, et ils portent aussi des noms différents dans d'autres régions. Comme au Brésil, ils sont appelés Pardos, mais je pense qu'ils ont plus d'ascendance africaine. Peu importe, c'est fou. Un tout nouveau peuple semble être né. Désormais, de nombreux exemples similaires existent dans le monde. Mais je vais mettre en avant certains des groupes ethniques nouveaux les plus connus et célèbres à travers le monde, sur chaque continent habité. Alors commençons par l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, il y a deux pays, le Libéria et la Sierra Leone. Et dans ces pays, vous avez les Américano-libériens et le peuple créole.
Ce sont des personnes qui ont essentiellement été rapatriées sur le continent africain après avoir été réduites en esclavage dans les Amériques. Les Libériens venaient principalement des États-Unis et les Sierra Leone venaient principalement des territoires britanniques d'outre-mer dans les Caraïbes. Après s'être réinstallés sur les terres africaines, ils ont créé leur propre société et gouvernement et ont fini par développer leur propre langue créole basée sur l'anglais. Et c'est intéressant parce que, même s'ils étaient une minorité dans leur pays, ils sont devenus la classe dirigeante. Ce qui a également provoqué avec le temps des conflits internes avec les Africains autochtones qui vivaient dans ces régions. Mais oui, c'est juste. C'est une histoire intéressante sur des peuples anciennement asservis, rapatriés après la colonisation, qui retournent sur le continent africain et créent pour eux-mêmes toute une nouvelle culture, une nouvelle société et une nouvelle langue. Ensuite, les îles de Zanzibar. Il faut savoir que Zanzibar est très différent de la Tanzanie, même s'ils se sont unifiés dans les années 60 sous le nom de Tanzanie. Mais en fait, les îles de Zanzibar étaient essentiellement le centre des opérations est-africaines du sultanat d'Oman. Donc cet endroit était vraiment le cœur où tous les marins arabes, persans et indiens venaient pour commercer et faire toutes sortes d'affaires. Avec le temps, ils se sont mêlés à la population bentou d'Afrique de l'Est. Encore aujourd'hui, la culture des habitants de Zanzibar reste très différente de celle du reste de la Tanzanie et de l'Afrique de l'Est. Ils parlent le swahili, mais cette langue dérive fortement de l'arabe. Selon les estimations, environ un tiers de la langue swahili provient de l'arabe. Donc oui, Zanzibar. En parlant d'îles, les régions insulaires africaines comme Cap-Vert, Sao Tomé et Principe, Maurice et Seychelles étaient toutes inhabitées, sauf les Comores. Avant l'arrivée des Européens, certains affirment qu'il s'agit bien de découvertes européennes. Donc cela signifiait qu'à part les Européens, ceux qu'ils amenaient sur les îles seraient en quelque sorte les premiers habitants. Et pour les pays insulaires d'Afrique de l'Est, comme Maurice et les Seychelles, en dehors des Européens, les premières personnes qu'ils ont amenées étaient des esclaves originaires d'Afrique de l'Est. Après l'abolition de l'esclavage, ils ont fait venir des Asiatiques, surtout d'Inde, d'Asie du Sud-Est et quelques Chinois. Ainsi, avec le temps, tous ces groupes de personnes, principalement d'Europe, d'Afrique et d'Asie, se sont mélangés et ont créé un tout nouveau groupe de population. Un peu comme les mestizos dont nous avons parlé. Alors que pour l'Afrique de l'Ouest, au Cap-Vert et à Sao Tomé et Principe, c'était principalement un mélange entre les Portugais et les Africains de l'Ouest. Ils ont aussi créé leur propre langue créole, surtout à partir de l'anglais, du français ou du portugais. Même Nick, dans mon épisode sur l'île Maurice, m'a demandé « Nick, toi qui es mauricien, quelle est exactement ton origine ethnique ? Tu sais ?» Donc oui, ma mère, elle est un mélange d'africaine et de française, et je crois que ce sont les Mauriciens d'origine. Plus tard, les Indiens d'Inde ont intégré le gouvernement et la fabrication du pain. Et maintenant, tu vois? Oui, je crois que le mélange africain-français est l'origine. Mauricien... Comme Nick de mon épisode sur l'île Maurice est un parfait exemple de ce à quoi ressemblent les gens à l'île Maurice. C'est un peu inexplicable, mais c'est ainsi, et je suis moi. Maintenant, on part en Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en quelque sorte l'épicentre, le nouveau lieu de croisement des groupes ethniques. Ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est plutôt vrai, d'accord ? Maintenant, le premier et le plus grand, le plus célèbre que vous connaissez probablement, ce sont les Afrikaners. D'accord ? Maintenant, ce n'est pas un groupe issu d'une fusion, c'est plutôt un groupe historique qui est arrivé et qui a créé quelque chose de totalement nouveau. Les Afrikaners sont principalement d'origine néerlandaise et bourre. Historiquement, les Néerlandais sont venus et ont colonisé certaines parties de l'Afrique du Sud. Je sais seulement que les Afrikaners ne se voient pas comme néerlandais. L'Afrique est leur maison, ils ne se sentent pas néerlandais. Ne les appelez donc pas néerlandais. Leur langue, l'Afrikaans, est, faute d'un meilleur terme, une version africanisée du néerlandais, l'Afrikaans. Aïe, je me suis cogné le coude contre cette table. J'ai besoin de plus de café dans ma tasse Geography Now, disponible sur geographynow.com. De toute façon, j'ai entendu des Néerlandais dire que quand ils parlent avec des Afrikaners, ça sonne mignon et un peu drôle. C'est comme « oui, c'est mignon », c'est ce que les Néerlandais m'ont dit. En Afrique du Sud, la communauté métisse existe. Les Sud-Africains sont souvent surpris en venant aux États-Unis. Quand les Américains sont tellement offensés quand ils entendent ce mot, comme métis, parce qu'on a une connotation tellement négative avec ce mot. Pour eux, non, c'est simplement un vrai titre pour un groupe. Ce sont essentiellement des personnes issues de mariages mixtes, principalement entre Européens et Africains, même si souvent il y a aussi un peu d'Asiatiques. En gros, ce sont des personnes métisses. Ils représentent une grande partie de la population. Presque 10% de la population sud-africaine est métisse. C'est fou. Ils vivent surtout à l'ouest du pays et parlent généralement anglais ou afrikaans. Trevor Noah est aussi considéré comme métis. Sa mère était Paula et son père suisse, il me semble. Bref, passons maintenant à certains des nouveaux groupes ethniques les plus remarquables qui se sont formés en Asie. Pour le premier, nous allons en Malaisie.
Bien avant que les Européens ne commencent à faire quoi que ce soit en Asie, la Chine avait évidemment déjà une présence dans de nombreuses régions qui sont aujourd'hui l'Asie du Sud-Est. Et ce qu'il faut savoir à propos de la Malaisie, c'est que toute la partie occidentale de la péninsule malaise du pays se trouve sur l'une des routes maritimes commerciales les plus fréquentées au monde, le détroit de Malacca. Cette étendue d'eau très étroite était un véritable carrefour, un point de rencontre où de nombreuses cultures du monde entier venaient être commercées, ce qui a ainsi apporté de nombreuses nouvelles influences dans la région. À leur arrivée, de nombreux Chinois se sont installés sur la côte ouest de la Malaisie, près du détroit de Malacca. Ils se sont mariés avec les populations malaises locales et ont créé tout un nouveau groupe appelé les peuples Peranakan. Et vous voyez, les peuples Peranakan se sont répandus principalement en Malaisie et à Singapour. Et en gros, ils ont une culture qui fusionne, vous savez, la culture du Nusantara d'Asie du Sud-Est avec la culture chinoise. Ils ont leur propre langue appelée le Baba malais, qui est essentiellement un créole fusionnant le malais avec des mots chinois hokkien, pas mandarin mais hokkien, parce que ce sont ces peuples-là qui historiquement sont venus dans ces régions. Ensuite, nous allons au Sri Lanka. Et tu as faim? Tu veux des burgers? Parce qu'ils ont le peuple burger. On estime donc qu'il n'en reste qu'environ 40 000. De nombreux membres ont émigré ou se sont assimilés à la société singalaise au Sri Lanka. Mais les burgers sont essentiellement des personnes d'ascendance mixte sri-lankaise, principalement singalaise, et européenne, principalement portugaise ou néerlandaise. Et pendant longtemps, ils parlaient un créole portugais sri-lankais, que l'on peut encore entendre aujourd'hui dans certaines parties du pays, principalement dans les villes de Trincomalee et Batticaloa. Maintenant, nous allons en Indonésie. L'Indonésie est extrêmement diversifiée, pratiquement chaque île a son propre groupe ethnique. Vous savez, il y a les Javanais, les Sundanais, les Balinais, et ainsi de suite. Mais ensuite, vous arrivez à Jakarta, la capitale et la plus grande ville, et quelque chose d'unique s'est produit. Un tout nouveau sous-groupe de personnes s'est en quelque sorte formé à partir de la capitale. Ces personnes sont appelées les Batavis. Ces personnes sont spécifiquement originaires de Jakarta, et elles ont leur propre langue créole, appelée le malais Batavi. Et ces personnes sont en gros les enfants de tous les carrefours de ce qui est arrivé en Indonésie, que ce soit les Néerlandais, les Portugais, des ancêtres indiens, un peu de Chinois, comme si tout s'était mélangé et fusionné. Et ils ont créé leur propre créole, inventé leur propre mode et culture, et tu sais, des coutumes, c'est unique. Maintenant, on arrive en Inde. L'Inde en a beaucoup de ces exemples. Je regarde juste ici, il y a toute une liste, je ne peux même pas tous les citer. Mais je vais simplement dire qu'il y a essentiellement 3 grands sous-groupes qui sont les plus répandus en Inde. D'accord? Le premier est d'origine arabe ou musulmane. Vous avez des gens comme les Mapilas et les Biri, parfois appelés Bihari. Ce sont des personnes d'origine mixte, arabe et surtout malayalam, dans le Kerala et le Karnataka. Les routes commerciales arabes dans l'océan Indien et théologique, ils sont venus. Ensuite, il y a les groupes indiens d'origine européenne, ainsi que ceux fusionnés d'origine portugaise et européenne. On peut surtout les trouver à Daman et Diu. Ensuite, vous avez les Anglo-Indiens, qui étaient des personnes issues d'un mélange principalement britannique et parfois irlandais. Au fil des ans, beaucoup ont émigré et se sont installés au Royaume-Uni. Et aujourd'hui, on estime qu'il en reste moins de 10 000 en Inde. Enfin, il y a l'africaine, la plus grande connue étant celle des Sidis. Ils venaient surtout d'Afrique de l'Est lors du commerce arabe et européen. Ils possèdent leur propre culture, coutumes et traditions. Passons à l'Europe. On n'imagine pas l'Europe comme un lieu d'apparition de nouveaux groupes ethniques, mais plutôt comme une région d'où ils se dispersent dans le monde. Oui, l'Europe compte aussi de nouveaux groupes ethniques contemporains apparus récemment. Par exemple, Gibraltar, territoire britannique d'outre-mer relié à la péninsule ibérique. Vous avez le peuple Janito. Ces personnes se considèrent culturellement distinctes du reste du Royaume-Uni et ils parlent le Janito. C'est principalement une fusion d'anglais et d'espagnol. Ils se considèrent également comme distincts parce qu'ils ont leur propre cuisine, leur propre culture, leurs propres coutumes et leur propre langue, le Janito. Et puis certaines personnes diront, dans une certaine mesure, en quelque sorte, peut-être comme vous voulez l'interpréter en quelque sorte. L'île de Malte et le peuple maltais. Donc la langue maltaise est la seule langue sémitique au sein de l'Union européenne. Mais c'est en quelque sorte une étrange fusion entre l'arabe et l'italien. On m'a dit que les Tunisiens comprennent parfaitement les Maltais, car c'est au centre de la Méditerranée. Tout le monde voulait une part de Malte, alors ils sont venus et ont eu des enfants. Et maintenant, ils ont des Maltais qui parlent une langue sémitique étrange et qui mangent des tourtes au poulpe. Nous partons maintenant en Amérique, souvent considérée comme le centre des nouveaux groupes ethniques. La traite transatlantique a amené de nombreux Africains en Amérique. Et à cause de cela, de nombreux sous-groupes afrodescendants se sont formés en nouveaux groupes ethniques.
Ils sont trop nombreux pour tous les citer, mais j'ai évoqué l'un des plus notables en début d'épisode. Le peuple Garifuna, naufragé et esclave, a rejoint l'île Saint-Vincent avant d'être exilé sur l'île de Roatan, au large du Honduras. Aujourd'hui, ils forment une grande part de la population des côtes Caraïbes d'Amérique centrale. Il y a le peuple Zambo, qui est un mélange entre noirs et autochtones au Brésil. Ils ont même eu leur propre territoire, une sorte de confédération. En Colombie, il y a le peuple Palenquero, qui est aussi d'origine africaine. Et puis, à travers les Caraïbes, on trouve différentes communautés marronnes. D'anciens esclaves ayant fui les plantations se sont réfugiés en forêt et ont fondé leur propre communauté. Les plus connus se trouvent en Jamaïque, ainsi que dans les Guyanes, et nous allons parler spécifiquement de celle du Suriname. Le Suriname abrite des communautés marronnes très distinctives dans la Caraïbe. Le Suriname compte aujourd'hui 6 grandes communautés marronnes, Okan, Saramaka, Aluku, Paramaka, Matawai et Quinti. Ces personnes ont fui en longeant les grands fleuves vers le sud, puis se sont installées près des rivières. Et leurs langues sont en quelque sorte des créoles qui mélangent des langues européennes, principalement le portugais et l'anglais, ainsi que des mots issus des langues ouest-africaines. C'était fou, je me souviens d'une vidéo d'un gars, je crois du Ghana, venu au Suriname visiter les villages marrons. Il a pu communiquer avec l'un des villageois marrons qui avait encore conservé certains mots de sa langue d'il y a des siècles. C'était incroyable. Il a pu parler un peu avec ce gars qui pleurait. Il disait « Même après des siècles, vous avez gardé les mots de mon peuple. Vous êtes les enfants perdus de l'Afrique de l'Ouest. » Cette vidéo était incroyable. Partons maintenant en Amérique du Nord, en commençant par les États-Unis, mon pays d'origine. Mais parlons simplement de la plus remarquable, la plus célèbre, d'accord? Si vous descendez dans le sud, principalement dans l'État de Louisiane, vous trouverez les Cajuns et les Créoles, qui sont une communauté francophone ou parlant français. Ils peuvent se comprendre. En résumé, les Cajuns sont les descendants de personnes exilées de l'Acadie au Canada. Ils ont été envoyés en Louisiane, à leur territoire français, et on leur a dit « Débrouillez-vous pour survivre dans ce marécage ». C'est ainsi que la culture cajun s'est formée. Ils font maintenant frire de la queue d'alligator, préparent des sandwichs po-boy et jouent de l'accordéon. Alors que les créoles sont essentiellement les descendants métissés entre les Français et les Noirs, et ils ont toute une langue créole française distincte qui va avec. Les créoles et les cajuns, ils s'appuient les uns sur les autres. Ce qui les unit le mieux, c'est le fait que, pendant longtemps, leurs langues ont été réprimées par le système éducatif américain. Avec les cajuns et les créoles, il s'agit d'une génération entière de personnes. Surtout la génération X, et en partie les milléniaux, n'avaient pas le droit de parler le français cadien ou créole. Ce qui est génial, c'est que les grands-parents le parlaient encore et l'ont transmis à de nombreux petits-enfants. Actuellement, on observe une renaissance chez les communautés cadiennes et créoles. Suivez Jordan Thibodeau, c'est un peu le roi des Cadiens. Ce gars connaît tout sur eux et pourra vous en parler. Selon moi, ce sont parmi les gens les plus cool des États-Unis. Ça me rappelle un peu Gambit des X-Men, le Cajun déchaîné. Il faut les apprécier. Maintenant, allons au Canada, où l'on trouve le peuple métis. Les métis sont essentiellement un mélange de commerçants de fourrure français qui sont allés à l'intérieur du Canada, principalement dans ce qui est aujourd'hui le Manitoba. Ils se sont mélangés aux peuples autochtones du Canada, surtout les Cris, créant un nouveau groupe appelé les Métis, signifiant aussi mélanger, le peuple métissé. Ils sont reconnus par la Constitution du Canada comme communauté autochtone. Ils parlent le michif, une langue vraiment mixte et presque parfaite. Son vocabulaire est moitié français, moitié cri. Les noms sont surtout français, les verbes surtout cri. Ils ont leur propre culture et leur style, comme les vêtements et la mode. Par exemple, cela mélange des éléments français, européens et cri autochtones. C'est tellement unique, c'est comme s'ils étaient devenus leur propre nouveau groupe de personnes. Maintenant, nous allons en Océanie. Beaucoup de choses se passent ici après le colonialisme européen, mais concentrons-nous sur l'essentiel. Le groupe autochtone que tout le monde connaît en Nouvelle-Zélande, ce sont les Maoris, vous savez, les gens qui font le haka. Peu importe Kamat, Mat, où vous l'avez vu. Mais en fait, les Maoris se sont beaucoup mélangés avec les Européens quand ils sont arrivés ici, en particulier les Britanniques, ou peu importe. Ce qui veut dire que beaucoup de gens en Nouvelle-Zélande ont en partie des origines Maoris. Par exemple, j'ai rencontré une blonde aux yeux bleus en Nouvelle-Zélande qui m'a dit « Oui, mon arrière-grand-père était chef de tribu ». Si tu as des origines Maoris partielles, c'est un sujet compliqué. Parce que, en fait, ça dépend vraiment de ton implication dans le marais et la structure iwi, ou la structure tribale de la Nouvelle-Zélande. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de gens en Nouvelle-Zélande qui sont Maoris, Pakeha,
ou d'ascendance mixte maori et européenne. Mais ce qui est fou en Nouvelle-Zélande, c'est que tu sois maori ou non, peu importe tes origines. En Nouvelle-Zélande, ils enseignent toujours la langue et les coutumes maoris, cherchant à les préserver dans la société. C'est fou. Peu importe qui tu es, tout le monde apprend le haka, tout le monde apprend un peu de maori, tout le monde. C'est respecté en Nouvelle-Zélande et c'est cool. Prochain sujet, les Indo-Fidjiens. À la fin du 19e et début 20e siècle, de nombreux Indiens ont été amenés aux îles Fidji. Dès lors, ils sont devenus totalement distincts du reste de l'Inde continentale. Tout d'abord, ils parlent le hindi fidjien, qui est en gros une fusion complète de beaucoup de langues du nord de l'Inde, comme le Bhojpuri et l'Awadhi. Ils mélangent aussi du telugu, du tamoul du sud de l'Inde, ainsi que des mots fidjiens et anglais. Ils ont aussi leur propre cuisine indo-fidjienne unique, qui comprend des plats comme le rôti et le curry, mais avec du manioc. Et de manière générale, ils ont vraiment adopté cette mentalité et cette culture des îles du Pacifique, ce qui les distingue vraiment de leurs cousins en Inde. Et enfin, Hawaï. Je sais que Hawaï est un État des États-Unis, mais je l'ai inclus dans l'Océanie parce que Hawaï fait géographiquement partie de la Polynésie. Donc c'est intéressant. D'accord, Hawaï compte des Hawaïens, mais c'est aussi l'État américain avec la plus forte proportion d'Asiatiques. Et Inuit, beaucoup d'Asiatiques se sont mélangés avec des non-Asiatiques à Hawaï. Et ainsi, It a créé toute une nouvelle communauté de personnes appelées les Hapas, ou les personnes à moitié asiatiques. Les Hapas désignent en hawaïen les personnes métisses, Hapa, signifiant moitié, parfois appelées Hapa-Aol ou demi-étranger. C'est en gros toute personne qui est à moitié asiatique. Ça peut être chinois, japonais, coréen, peu importe. La communauté des personnes métisses asiatiques, surtout à Hawaï et aux États-Unis. Et c'est là que je voudrais faire une petite distinction, parce qu'aux États-Unis, il y a deux grandes catégories de personnes à moitié asiatiques. Vous avez les Hapa, qui sont généralement associés à Hawaï, et puis vous avez les Amérindiens. C'est pour ça que je porte ce t-shirt ici. Les Amérindiens, ce sont des personnes qui descendent principalement de soldats américains qui étaient stationnés dans des bases américaines en Asie, puis se sont mélangés avec des locaux asiatiques et ont ensuite été ramenés aux États-Unis. Mes deux parents, amérindiens, sont nés de soldats américains et de femmes coréennes durant la guerre de Corée. Et puis mes parents se sont rencontrés et ensuite je suis né. Donc je suis un Amérindien de deuxième génération. Il est parfois compliqué car les Amérindiens et les Hopas emploient leurs titres de manière interchangeable. Et pendant un certain temps avant son décès, mon père était en fait le président de l'association Hanmi-amérindienne des États-Unis. Les Américains d'origine coréenne nés pendant la guerre de Corée parlaient surtout le Konglish. Nous parlions comme un mélange étrange de coréen et d'anglais, et aujourd'hui je suis en quelque sorte le produit de cela. Mais pour ce que ça vaut, même si je suis plutôt content de faire partie d'une sorte de communauté connue de nouveaux peuples ethniques, je n'essaie pas vraiment d'en faire le cœur de mon identité, je ne sais pas. Je trouve davantage mon identité dans le fait que, tu vois, j'aime faire des vidéos YouTube et j'aime voyager. J'aime rencontrer de nouvelles personnes que je n'ai jamais rencontrées auparavant. Et j'aime manger de la pizza et du naengmyeon. Jamais en même temps. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Quels autres nouveaux groupes ethniques aurais-je pu mentionner? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez cool et connectés.